Non, je dis juste deux mots. Ils nous rejoignent à la fin, l'équipe, c'est-à-dire Anthony Cordier et Félix Moati, qui est l'invité surprise non annoncé dans le programme, l'un des personnages, l'un des acteurs principaux du film. J'ai animé un débat sur ce film-là il y a genre 4 mois dans un festival de province. Et du coup, j'ai envie de dire un petit mot, c'est que quand on programme une salle avec Marie, un de nos soucis permanents, c'est de ne pas avoir de dogme dans la façon dont on expose les films et dans les choix qu'on peut faire, qui est un peu le contraire d'une certaine pratique de la critique cinématographique, qui va avoir une idée du cinéma, qui va chercher à tout prix à ce que les films collent à cette idée a priori. Voilà. Et nous, on essaye de montrer des films qui sont les plus différents les uns des autres pour préserver la diversité du cinéma. Donc ça vaut en termes de durée de film, de format, de genre cinématographique, de diversité culturelle, donc géographique. Voilà. Et en fait, Anthony Cordier représente une veine assez singulière dans le cinéma français, qui est une veine, pour le coup, qui assume un héritage américain, comme d'autres, mais là, pour le coup, dans un rapport à la comédie américaine, classique et contemporaine. Voilà, donc le film n'est pas qu'une comédie, mais il a une espèce de côté loufoque qui nous paraissait assez sain et pas si fréquent dans le cinéma français d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on l'invite. L'autre raison, c'est qu'il est très bon en débat, et que c'est toujours plaisant. Voilà. Il en parle vraiment bien, enfin, c'est un film très pensé, et que Félix Moati, lui, est un peu pareil. Voilà. Et pour ceux qui se souviennent d'une certaine lutte pour faire en sorte que l'équipe ne soit pas entièrement décapitée, Félix Moati, on l'a accueilli une seule fois, c'était dans des conditions un peu pareilles aussi, puisqu'il avait accompagné Michel Leclerc dans un moment où on avait interdiction de faire des débats à l'ancien Méliès, et où du coup, Michel Leclerc avait accepté qu'on trimballe son équipe dans un bar, et donc on avait fait le débat au bar, ce qui était un espace de dialogue assez sympathique par ailleurs. Voilà. Donc on est content de le recevoir dans une vraie salle de cinéma, enfin il y a un truc un peu comme ça. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer Gaspard au mariage, qui est un des films qui a plutôt bien démarré cette semaine, ça se voit d'ailleurs. Et donc on est plutôt content parce que pour le coup, le fait que le cinéma français s'arrache un peu à une espèce de naturalisme à laquelle il paraît parfois condamné, nous paraît plutôt une bonne nouvelle pour la création. Voilà, alors sur ce, bonne projection et à tout à l'heure pour la rencontre. Merci. Félix Moati et Anthony Cordier. Merci à tous les deux d'être là, ça nous fait vachement plaisir. Ben, on est très contents. Puis Félix a insisté pour venir. Il n'était pas prévu au début. C'est vrai, c'est vrai. Et la semaine dernière, il m'a dit mais je veux venir à Montreuil. Voilà. Parce que je connais les joies du bar du marché. Du chinois. Du chinois, oui. Très bien, bonne connaissance du terrain. Tu aurais dit ça chaque fois ou À Saint-Ouen, j'aurais pas su quoi dire. Ah voilà, les puces, j'ai un truc comme ça. Bon, peut-être qu'Anthony, on peut commencer un peu simplement par raconter quel lien ce film a avec un livre que tu lisais enfant, parce que c'est une histoire intrigante quand même, qui parlait d'un zoo. Oui, alors c'est pas non plus l'origine du sujet, mais on va dire que dès l'instant, à l'écriture avec ma co-scénariste, ça marche bien. Avec ma co-scénariste, on a eu l'envie de situer ce film dans un zoo. Bah forcément, on cherche d'abord ce que ça nous évoque nous personnellement. Et voilà. Et moi, j'avais des souvenirs dans un zoo qui est assez connu, qui est le zoo de la Palmyre, qui était, quand j'étais petit, le zoo le plus important en France, qui est maintenant détrôné évidemment par Beauval et ses pandas. Mais à ce moment-là, voilà, c'était le zoo le plus grand d'Europe. Et moi, j'avais souvent campé dans la région avec mes parents, et on allait au zoo. Et il y avait le directeur du zoo, le créateur du zoo, qui s'appelle Claude Caillet, qui était là, et qui recevait les visiteurs, qui faisait des nourrissages, des attractions, qui était un personnage assez flamboyant, comme ça, très coloré, très marrant, qui racontait plein d'anecdotes sur les animaux, comme je vais faire tout à l'heure. Et donc voilà, pour un enfant, c'était super. Et on m'avait offert le livre qui racontait sa vie, son histoire. Et dans ce livre, donc, il y avait des photos, on voyait ses enfants. Il avait 2 fils. Et donc, il y avait des photos, voilà, je me souviens de son fils aîné, qui avait à mon âge à l'époque, qui avait 8 ans, et qui était au lit avec un bébé guépard. Voilà.
Et donc, forcément, moi, en tant qu'enfant, je voyais ça et je me disais, c'est incroyable. Enfin, la vie qu'il a, cet enfant, c'est merveilleux. Donc, j'avais voilà, de l'envie par rapport à cette vie-là, complètement bohème, folle, sauvage, évidemment. Et donc, j'ai ressorti ce livre-là quand on était au scénario. Et voilà, et on s'est accroché à ce livre. On s'est dit, bah, en fait, les personnages, c'est ça. Merci Suzanne d'avoir conseillé le micro marron. C'est un message personnel. Le personnage de Félix, bah voilà, nous quand on était petits, on avait des peluches, on avait des doudous. Bah lui, il avait des vrais animaux. Et c'est ce qui fait la différence de cette fratrie et de cette famille. Alors ça c'est une partie de l'histoire, mais il y a une deuxième partie qui est que cet homme a créé 2 zoos en fait. Tu as cité La Palmière qui a été un très gros succès, mais en fait, t'es pas parti de ce zoo-là en fait dans son parcours à lui. Non, oui, effectivement. Ce que j'ai découvert, j'avais un peu oublié. J'avais oublié cette histoire. Et donc, il a créé 2 zoos, un qui est devenu donc, le plus grand d'Europe, et un autre zoo qui était un peu plus bas, dans la Gironde, je crois, et qui n'avait pas très bien marché et qui a périclité. Et donc, nous, avec Julie Père, donc ma co-scénariste, on s'est tout de suite dit que ce qui allait nous intéresser, ça allait être en fait l'histoire du zoo qui allait pas très bien. Et on avait envie de faire un film qui soit joyeux, qui soit une comédie, mais qui soit aussi un petit peu crépusculaire, voilà, qui raconte aussi un peu la fin d'un monde et le sentiment qui nous habitait, elle et moi, qui nous habite tous, j'imagine, cette sensation qu'on est en train de changer d'époque, que les choses sont en train de disparaître, les zoos sans doute, le cinéma peut-être. Voilà, cette sensation, en fait. Il y a une jeune femme qui est... Ouais, c'est ça. Il est né à Montreuil, c'est peut-être ça. Il y a une jeune femme qui est effondrée, qui se dit, mais pourquoi le cinéma? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah non, parce que là, évidemment, c'est très trompeur, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle ce soir. Mais voilà, on sait que la cinéphilie a tendance à se restreindre, que les jeunes générations s'intéressent moins à la cinéphilie. Ah, mais tu fais super bien le vieux con, en fait. Bah, c'est pas ça, c'est j'essaie d'être un peu... voilà, je regarde la vérité en face, quoi. Il y a des chiffres en face aussi. Voilà, c'est assez difficile de produire, même ne serait-ce. Puis voilà, tout simplement, je fais pas le vieux con, mais ce film-là, on a mis 7 ans à le produire, alors qu'a priori, c'est une comédie avec des éléments attrayants. Alors, effectivement, il y a des choses qui peuvent être un peu déstabilisantes dedans et un peu difficiles à produire, mais c'est pas. Des éléments attrayants. On va passer la parole à un élément attrayant, ouais. Mais voilà, a priori, voilà, on a le droit de se demander pourquoi c'est si compliqué en fait de produire ce genre de film aujourd'hui en France. Parce qu'on n'est pas sûr de trouver le public pour le recevoir. Félix, ça fait quoi de tourner avec un cinéaste dépressif? C'est une spécialité, hein, c'est vrai. Moi-même, n'étant pas très en forme, ça me va. Mais moi, Anthony, quand même, ces 2 premiers films, moi, en tant que jeune spectateur, parce que moi je suis un jeune con, m'avaient beaucoup impressionné, que ce soit Douche froide ou Happy Few, pour des raisons différentes, parce que... Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Anthony, j'étais déjà très, très heureux et très honoré, quoi. Donc j'étais assez conquis déjà d'emblée, et puis la qualité de l'écriture, enfin voilà, d'être à la fois dans une quotidienneté du langage, quoi, un truc où il n'y a pas d'événement majeur, je veux dire, dans ce qu'on se raconte, on se dit des banalités, on se dit parfois des vacheries, on se dit des ordureries, mais avec le sourire, comme quand Guillaume Gouix dit à mon personnage, toi t'es comme Babou, là, je t'aime pas, mais avec une espèce de nonchalance, quoi, de détachement. Moi je trouve que ça c'est une qualité d'écriture qu'on a assez peu, je trouve, dans les comédies en France, et avec cette tendresse pour les personnages sans mesquinerie. Enfin, je trouve que voilà. Donc, c'est mon point de vue, peut-être. Voilà. D'ailleurs, chez la Tendresse, tu racontes ça de quelqu'un que tu as croisé, d'un acteur qui avait joué avec Marco Ferreri, dont tu dis que ça t'a beaucoup marqué. Tu peux nous raconter ça et quel est le rapport avec le film? Oui, bien sûr. Donc il s'appelle Sergio Castellitto, c'est un acteur italien. Et metteur en scène. Et metteur en scène italien. Son film Fortunata est sorti il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous l'avez passé ici. Pas encore. C'est un débat. Je l'ai pas vu encore. Voilà, j'aime beaucoup cet acteur, et aussi comme réalisateur d'ailleurs. Donc il a fait des films en France, mais ça fait 10 ans au moins qu'il est. Donc je l'avais rencontré. Et donc forcément, on avait parlé Ferreri, parce que moi c'est un cinéaste que j'adore, qui aussi qui fait partie des inspirations aussi assez larges pour ce film-là. Et donc je lui ai montré une photo d'un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rêve de singe. Et donc c'est une photo où il y avait Marcello Mastroianni avec un chimpanzé dans les bras, et qui est vraiment magnifique. Et il a un chapeau, tout ça. Et il m'avait dit, en fait, ce qu'on a perdu dans la comédie, et il parlait aussi bien pour l'Italie que pour la France, il dit ce qu'on a perdu dans la comédie, c'est la tendresse. Et je trouvais que cette phrase était extrêmement juste, et que effectivement, la comédie française en particulier, contemporaine, s'intéresse énormément aux défauts des gens,
aux choses les plus mesquines et les plus psychologiques qu'il peut y avoir chez les personnages. Donc voilà, même ça se ressent dans les titres. Hein, vous avez jalouse, voilà, vous avez radin, voilà, des gens qui sont jaloux, des gens qui sont radins, vous avez connasses carrément. Donc, voilà, on sent. Voilà, Tu pitches bien les films, c'est vrai. on voit quel est le projet, quoi. Et donc on trouvait ça un peu dommage. Et donc suite à cette rencontre qui m'a beaucoup marqué, je m'étais dit, enfin voilà, effectivement, ce qu'il fallait retrouver, c'était une forme de tendresse pour les personnages et essayer de faire une comédie à partir de la vertu des vertus des personnages et pas de leurs défauts. Donc voilà, donc moi, pour moi, la mécanique comique de Gaspard va au mariage, c'est que Félix Moiti revient dans sa famille et qu'en fait, on sent assez rapidement qu'il remet le doigt dans un engrenage, mais cet engrenage, en fait, c'est l'affection énorme et démesurée de sa famille. Donc c'est son père qui l'idolâtre, qui considère qu'il est génial, c'est sa sœur qui est amoureuse de lui, c'est son frère qui dit mais pourquoi tu ne veux plus nous voir, tu nous aimes plus, tu nous manques, etc. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est torrent d'amour, c'est ce qui fait la comédie. Voilà. Félix, est-ce que tu peux nous raconter pour le coup comment vous avez collectivement trouvé le ton du film? Parce que tu disais que le dialogue était assez réaliste, naturaliste, mais en l'occurrence le film ne l'est pas à l'arrivée, et Anthony le définit d'ailleurs avec une espèce de drôle de paradoxe qui est que il y a un rapport à l'inscription documentaire, notamment parce que c'est tourné dans un vrai zoo, on en parlera peut-être. Oui, parce qu'il y a des anecdotes sur les animaux à raconter, mais que par ailleurs, il y a évidemment une dimension merveilleuse, surnaturelle, féerique, enfin... Donc comment on trouve le bon ton, et y compris par quelle méthode de travail, pour faire en sorte que ce soit à la fois léger, profond, décalé, comme le film l'est aujourd'hui? On se tutoie. On peut, ouais. Parce que tu viens À partir de 3 débats, on peut, ouais. C'est le 3e débat que je fais. Ce que tu viens d'évoquer, à savoir le fantastique, le merveilleux, c'est pas aux acteurs de le prendre en charge, c'est vraiment au film, c'est vraiment aux cinéastes et aux situations qui peuvent être incongrues, cocasses, et qui versent dans le merveilleux, de les prendre en charge. Nous, en tant qu'acteurs, on joue des situations très concrètes. Parce que dans le film, il n'y a rien de ce que font les acteurs qui à part peut-être Johan Eldenberg qui se fait soigner son eczéma de manière assez étonnante. Mais sinon, moi, à titre personnel, j'ai absolument pas pris en charge le merveilleux, le fantastique. D'ailleurs, je ne le voyais presque pas sur le tournage, si ce n'est les décors. Donc je me disais qu'on allait vers quelque chose de plus ou moins baroque, un truc un peu Tim Burtonien comme ça et tout. Mais dans le jeu, ça n'impacte pas. Après, la peau d'ours de Christina Terry, ça t'a pas surpris quand même? Je trouvais ça très naturel, en fait. D'accord. Parce que, en fait, il y a un truc de croyance qui se met en place quand tu le joues, quand tu fais l'acteur. Il y a un truc de croyance qui se met en place. Donc, et après, nous, en amont, moi, c'est vrai que j'ai tendance un peu à bassiner beaucoup le réalisateur sur des interprétations. Voilà. Et Anthony me ramenait justement toujours à quelque chose de très réel et de très concret. Donc voilà, et on a fait des lectures avec Laetitia Doche, beaucoup en amont. Avec Tristan, on avait la chance de se connaître déjà bien, donc, mais on se voyait, enfin c'est un travail très concret, et puis après il faut se laisser faire par la langue du scénario, la langue du script. Moi j'avais été vraiment assez fasciné par la qualité d'écriture et le goût du verbe qui claque, comme ça dans le film, le rythme très rapide. Voilà, donc moi je me suis penché que là-dessus. Et il y a peut-être le fait d'être plongé le matin dans un zoo, d'arriver comme ça, on arrivait en voiturette, on était dans un zoo comme ça, donc ça ramène à quelque chose de très réel. Et en même temps, parce qu'on est dans un environnement, donc en fait, on a qu'à laisser faire la situation. Et Anthony dirigeait dans cette direction-là. Sauf que Anthony parle de toi à peu près aux antipodes de la façon dont tu parles du film. Parce que quand il t'évoque, il te met en opposition à Guillaume Gouix dans le film, en disant que Guillaume est très concret, très matériel, avec une espèce de puissance d'incarnation, etc. Alors que toi, tu es totalement lunaire, enfin, dans un rapport à l'imaginaire qui fait qu'on peut même douter du réel autour de soi. Enfin, donc, comment tu concilies ça, cette tendance naturelle, avec le discours que tu viens de prononcer? Et puis ensuite, Anthony, pourquoi tu parles de lui comme ça? Enfin, parce qu'il a l'air... Peut-être que Guillaume, t'aurais dit l'exact inverse, t'aurais dit oui, j'arrive, j'étais dans l'imaginaire, et en fait, il est très concret. Mais moi, j'ai l'impression d'être dans le réel. Peut-être que c'est peut-être ça le problème. Oui, c'est ça. Ça peut m'attirer des ennuis. Anthony, pourquoi tu parles de lui comme ça? Non, mais je parle de sa poésie, sa façon poétique de jouer. Voilà, ça. Et après, en fait, ce qui est intéressant sur un tournage, c'est qu'on réunit des acteurs et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça que j'aime bien réunir moi, des acteurs qui n'ont encore jamais joué ensemble, ou très peu, ou il y a très longtemps, comme par exemple, Félix et Christina Terry avaient déjà joué ensemble, mais c'était il y a 10 ans.
Donc on ne sait pas ce qui va se passer, et justement ce qu'on va filmer et ce avec quoi on va travailler, c'est cette surprise-là. Donc prendre un personnage comme Laetitia Doche, avec sa personnalité très saillante, très déstabilisante, et voilà, et la balancer dans les pattes de jeunes acteurs plus confirmés, on va dire, c'est quelque chose que je trouve excitant, en fait, que j'ai envie de regarder. Et en l'occurrence, voilà, la phrase à laquelle tu faisais référence, c'était, je parlais de Guillaume Gouix par rapport à Félix, parce que voilà, Guillaume, il a quelque chose d'extrêmement concret dans sa façon de jouer qui fait que, voilà, enfin, je le sais parce que sur le tournage, donc, il y a des accessoires qui sont faux. Voilà, donc il y a des faux robinets. Voilà, donc moi je prends le faux robinet, voilà, je dis, oh là là, on va jamais y croire, ça marche pas, on voit bien que c'est un faux robinet. Puis lui, il arrive, et puis je sais pas pourquoi, mais quand il joue, on y croit. Et donc il rend les choses très concrètes. Et je trouvais, mais c'était voilà, je faisais malin pour dire ça, que Félix, au contraire, on lui amène un vrai robinet, et d'un seul coup, on se dit, tiens, c'est bizarre un robinet. Pourquoi on utilise un robinet pour avoir. Ceci dit, je trouve ça bizarre. Voilà, bizarre. Et en fait, il a cette capacité à interroger, je trouve, voilà, le réel, quand Guillaume a la capacité de l'enraciner. Voilà. C'est le regard que j'avais sur eux sur le tournage. Là, je disais qu'il avait un qui était comme un point d'exclamation, et Félix était plus comme un point d'interrogation. Donc sa poésie, c'était sa capacité à interroger le réel, ce qui est la fonction de la poésie, on va dire. Je suis condamné à le faire. C'est pas une capacité. Je trouve ça bien étrange et bien opaque. Alors, on va vous passer la parole tout de suite. Avant, une toute dernière question, parce que tu as une autre formule étonnante, en fait. Tu n'as jamais un acteur dans parler de son film. Tu dis que le sujet du film, c'est la confusion du désir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu résumes le film à cette formule? Moi, il y a une phrase dans le film, enfin une situation, pardon, et en plus on l'a tourné le premier jour de tournage, donc peut-être j'ai été conditionné par ça, mais qui une situation que je trouve très parlante et très... c'est à qui appartient, enfin comment on s'approprie sa propre vie, en fait. Je pense que c'est un thème vraiment profond du film, et c'est le moment où on répare la clôture avec Guillaume, et où il ne sait plus si c'est moi ou non, si c'est lui ou si c'est moi qui a couché avec l'Hollandaise. Avec une Hollandaise, avec femme que... Mais non, c'est toi, Abruti, qui a couché avec elle. On ne sait plus. C'est-à-dire comme s'il y avait une interchangeabilité des désirs. Et je trouve que cette confusion, c'est ce qui fait toutes les... Là, c'est très concret, mais c'est ce qui fait toutes les familles, c'est comment on se constitue en tant qu'individu au sein d'un clan, en fait. Et je trouve que cette situation, elle est très concrète. Voilà. Surtout dans le rapport fraternel. Là. Il faut dire que le dialogue, en fait, il allait beaucoup plus loin. On a un peu coupé le dialogue, mais il était très obscène. Et entre les deux frères. On les chute maintenant ou... Je crois que ça sentait le Gouda. Voilà, on parlait des chats de Gouda. Voilà, ouais. Donc à la fois du gag et d'un partage comme ça qui était très choquant. Harvey Weinstein nous a fait couper cette scène. Donc forcément, quand on commence le tournage avec ça, ça donne une sorte de là, on voit tout de suite. Et c'était intéressant parce qu'il fallait que ça passe. Cela dit, ça renvoie à un sujet très explicite du film et qui caractérise tous les personnages, qui est effectivement... Quelle est la bonne limite à l'autre? Et pour reprendre un autre dialogue du film, la discussion autour du cahier d'enfant ordonné par la sœur, avec l'interrogation qui est mais est-ce qu'on peut pas remettre les choses à leur bonne place, quoi? Enfin, il y a une phrase qui est quelque chose comme ça dans le film, là, à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut remettre... tu veux pas qu'on le remette à sa place? Voilà, je crois que c'est ça, à propos du livre lui-même. Et qui pour moi avait valeur presque d'emblème sur oui, comment est-ce qu'on remet en ordre du coup le rapport frère-sœur, le rapport... amant, maîtresse, le rapport femme-homme, enfin, j'ai l'impression que c'est très structurant cette question-là. Oui, après, dans le film, c'est toujours une chose et son contraire, quoi. C'est-à-dire que à la fin, effectivement, on peut penser qu'ils commencent à se détacher chacun de leur famille, mais en même temps, c'est pas si clair que ça. Concrètement, on va avoir Guillaume Gouix qui utilise en fait les menottes de son frère et de Laetitia Doche pour faire un jeu pour sa nuit de noces, avec une fille qui est complètement tatouée, comme son père lui-même s'était tatoué. Voilà, vous avez donc Christa Terré, Colline, qui va trouver sa première étreinte sensuelle, va être avec un homme, une espèce de lit de légumes et de fruits, qui, si on regarde bien le film, a été constitué en fait par Félix Moati et Guillaume Gouix dans la scène où ils s'engueulent tous les deux. Au début, ils versent l'épluchure dans une benne qui va devenir donc la benne du premier rapport sexuel de leur sœur. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que c'est la confusion des désirs, c'est qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre de la promiscuité familiale un peu gênante, jusqu'au bout, en fait, et même quand ils se libèrent de tout ça. J'avais pas vu ça du tout.
C'est pour ça qu'il faut faire les débats avec les réalisateurs. Non, mais alors Félix, alors, comme il est réalisateur également, il s'intéresse toujours au sens des films. Et moi, je trouve ça très embarrassant de discuter du sens des films avec les acteurs, parce que je trouve que c'est ce qu'il ne faut pas faire, de dire oui, tu comprends, c'est un film sur ça, c'est pour ça que c'est fait comme ça. Il faut parler, il faut vraiment faire redescendre le film au premier degré, le plus possible, juste sur la situation, et juste faire vivre les situations pour qu'on y croit. Mais il ne faut surtout pas, en fait, je trouve, parler du sens et de la signification et amener de la cérébralité dans tout ça. Il faut, parce qu'en fait, sur le tournage, il ne faut pas qu'on commente l'action. Il faut qu'on la joue avec le plus de plaisir possible. Et il faut qu'on s'amuse de manière à ce que cet amusement et cette joie transparaissent un peu à l'écran et que les spectateurs puissent la recueillir. Il s'était foutu de ma gueule en préparation. Je lui ai dit, mais c'est quoi le signifiant que tu as envie de créer? J'avais envie de faire le mec qui a employé ce mot, en fait. Et il m'a dit tais-toi. C'était pas le souvenir, toi tu m'avais dit. Ah mais j'ai compris. En plus on était en train de répéter la scène de danse, c'était très concret, très normal quoi. Et on m'a fumé une clope et il me dit, j'ai compris, les personnages, c'est des figures en fait. J'ai éclaté de rire parce que d'abord je n'avais pas eu tout ce que ça voulait dire. Moi non plus. Je n'avais pas eu tout le sens de cette conversation en fait. Je dis les personnages, c'est des personnages. Donc, en même temps, tu dis un truc bizarre, tu crois pas tellement à la notion de personnage, c'est un truc assez... Mais justement, oui, non mais c'est... En fait, ce que je veux dire, c'est que je me verrais pas dire à un acteur, dire à Félix, bon là, tu comprends, le personnage, il a été écrit comme ça. Donc en fait, il marche comme ça, parce qu'il pense comme ça, donc il marche comme ça. Donc quand il prend sa cigarette, peut-être qu'il peut la prendre comme ça. Et puis quand il prend son café, voilà. Je trouverais ça idiot, en fait, de donner un rôle à un acteur pour le reprendre tout de suite, en fait. Je trouve ça plus intéressant de dire à Félix, ah mais j'ai très envie que ce soit toi, qu'il me dise, ah, bah, j'ai très envie d'être dans le film, pour qu'on est d'accord. Puis après, je le regarde, et puis je vois ce qui m'inspire chez lui, ce qui m'amuse, ce qui m'émeut, et ce que j'ai envie d'aller chercher. Voilà. Et donc que lui vienne remplir le personnage, que ce ne soit pas le personnage qui vienne voilà, s'imposer dans le corps de Félix. Ça me paraît une bonne transition, le corps de Félix, pour poser des questions aux spectateurs. Bonsoir. Déjà merci, moi j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé que c'était un film frais, beau, fort, etc. Donc je vous félicite. J'aimerais juste revenir sur la dernière phrase en fait du film qui m'avait déjà un peu interrogé lors de la bande-annonce, qui paraît être un petit peu une phrase bateau en rapport avec une vision de l'amour qu'on peut avoir, où on cherche quelqu'un qui va nous sauver, etc. Et je me demandais quelle était votre... c'est pas la phrase. Hein. Non, mais quelqu'un qu'on aimerait plus que sa famille. Alors déjà, mettre ces deux choses sur une échelle, c'est un peu compliqué à mon sens. Mais en fait, je voulais juste m'assurer que j'avais bien compris que c'était... parce que je trouve que l'histoire que monsieur vit avec la jeune fille qu'il vient de rencontrer, bon, c'est une histoire assez banale. Je sais pas. En fait, je trouve qu'elle est assez secondaire dans le film, cette histoire. C'est pas un amour qu'on devine incroyable. Alors, je sais pas si je suis passé à côté de quelque chose ou. Un amour incroyable, monsieur. Ouais. Ou est-ce que c'est vraiment ça et il parle aussi de son frère qui a trouvé sa tatoueuse et. Il dit la phrase. Alors, je sais pas si je vais la retrouver exactement. Mon frère, je crois que toi et moi, ça nous en passe d'être sauvés parce que nous avons accompli ce qu'il y a de plus dur dans la vie. Trouver quelque part dans le monde quelqu'un qu'on aime plus que sa famille. Mais et puis il dit te voilà avec une tatoueuse qui n'aime pas les animaux. Et donc c'est un concert de Walsam. Ok, non, mais c'est ça en gros quoi. Parce que je trouve que ces deux histoires d'amour, elles apparaissent comme assez secondaires et futiles en quelque sorte. Enfin, elles ressemblent à n'importe quelle histoire. Moi, alors, oui et non. Après, il a trouvé quelqu'un. Voilà. Le film s'appelle Gaspard va au mariage. Et en fait, on ne sait pas très bien à quel mariage il va. Alors évidemment, il y a le mariage du scénario qui est le mariage du père, qui en fait n'a pas lieu. Il y a le mariage du film, qui est celui du frère, auquel en fait il ne va pas. Et puis il y a son mariage à lui, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, il a trouvé quelqu'un qui se met à aimer. Alors au début, il fait semblant d'aimer, puis en fait, il aime pour de vrai. Et nous, en tant que spectateurs, on connaît un peu les codes de la comédie romantique, on devine assez vite que de toute façon, ils vont tomber amoureux. Donc on peut s'amuser de ça. Mais ce à quoi fait référence la phrase, c'est plein de choses. En particulier la situation du personnage de Félix, qui est amoureux de sa sœur est amoureuse de lui, et il faut qu'il arrive à se défaire de ça, de cet amour-là, pour aimer quelqu'un d'autre ailleurs.
parce qu'il n'a pas le droit d'aimer sa sœur, comme vous le savez. C'est important la pédagogie dans une salle de cinéma. Ouais. Donc le film, en fait, le film raconte ça, il endort sa sœur, concrètement, avec une flèche de fusil hypodermique, et donc il endort une princesse, et il en réveille une autre, Laetitia Doche, sur les rails, quand elle est endormie, et qui vient la réveiller. Après, voilà, le film, en fait, parlait... Enfin, moi, je voulais m'intéresser un tout petit peu à ça, savoir que, en général, l'amour, on l'apprend au sein de la famille. Je sais pas, moi j'ai un fils, je lui dis je t'aime, par exemple. Donc l'amour, vous l'apprenez au sein de votre famille, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, éventuellement, peut-être même avec vos cousines, et puis à un moment, il faut que vous appreniez à aimer ailleurs. Donc en fait, le film parlait de ça, d'une façon quasi, je dirais, documentaire, en fait, d'apprendre l'amour au sein de la famille, documentaire parce qu'en fait, vous ne l'avez pas choisi, c'est le réel tel qu'il vous est proposé, tel qu'il apparaît devant vous, c'est la famille qu'on n'a pas choisie. Et puis après, vous allez choisir, même s'il y a des rencontres et qu'on peut avoir l'impression que ce sont des coups de foudre et qu'on n'y est pour rien, vous allez choisir d'aimer quelqu'un qui ne fait pas partie de votre famille. Et c'est ça l'amour, la fiction de l'amour que vous allez vous inventer. Voilà. Vous allez choisir quelqu'un, donc caster quelqu'un, comme on fait dans la fiction, comme on choisit un acteur. Donc voilà, donc c'est ça qu'exprime cette phrase-là. Et je pense que l'éducation sentimentale de tout le monde, en fait, voilà, elle prend ce parcours-là, en fait. Comment faire pour ne pas aimer maman, mais aimer avoir une fiancée qui vient d'ailleurs. Et puis il y a un trajet de réconciliation. Enfin, quand Gaspard, au début dans le train, propose à Laetitia de l'accompagner, à Laura, pardon, de l'accompagner au mariage de son père, il veut quelqu'un pour le protéger, en fait, de ce débordement d'amour familial. Et puis c'est vrai que quand il s'en va et qu'il est dans le train, il y a un visage un peu réconcilié, apaisé, comme s'il pouvait y retourner dans cette famille à l'avenir, parce qu'il a trouvé cette espèce de protection, parce que les gens qu'on aime nous protègent aussi. Bonsoir. Moi j'avais une question, c'était sur... en fait j'ai remarqué pendant le film, il y avait à plusieurs moments comme des moments suspendus un peu de poésie, avec des ralentis, etc., plein de choses. Et du coup je voulais savoir, comme c'est inspiré d'un livre, si c'était pas justement une manière de ponctuer le film comme tourner une page en fait au moment où il y avait ces moments. Alors c'est assez ça. Alors après c'est pas inspiré d'un livre. Il se trouve que l'un des déclics au scénario, ça a été une photo en fait qui était dans un livre. Mais concrètement c'est un scénario original qui n'a rien à voir, c'est plutôt un roman à la base. Et mais effectivement l'univers du film et en particulier le personnage de Colline, donc Christa Terré avec sa peau d'ours, nous ramenait dans l'univers du conte pour enfants, donc du livre pour enfants. Et voilà, j'ai eu envie à un moment qu'il y ait comme des chapitres en fait. Il se trouve que le film est structuré avec plusieurs enjeux narratifs et que chaque personnage porte un enjeu narratif et qu'on passe un peu de l'un à l'autre. Donc dans la structure même du scénario, il y avait ça en fait. Il y avait la partie Félix, enfin, la partie Gaspard, la partie Laura, la partie Colline. Voilà. C'était comme ça. Et finalement, c'est des choses qu'on ne garde pas en général, évidemment, qui n'apparaissent pas. Et là, comme on était dans le conte, il y avait cette possibilité de dire, en fait, on va montrer ça, on va faire des têtes de chapitres, mais on va faire comme des dessins, en fait. Comme il y a dans les livres pour enfants, il y a le dessin en tête de chapitre. Et donc, là, voilà, l'idée, c'était de faire des ralentis qui puissent figer un petit peu les personnages, dans des postures assez glorieuses, en fait. Et donc, toi, tu tournes les pages de tes livres très lentement. Ça veut dire... Il n'y a que 4 chapitres en même temps. Ouais, mais ça va. Sinon, tu mettrais combien de mois? Ça fait plusieurs fois qu'on parle du mot conte, mais il y en a un qui est quand même très présent dans le film à cause de la peau d'ours, mais aussi à cause de la problématique de l'inceste, c'est évidemment Peau d'âne. Dans quelle mesure c'est venu nourrir le projet, à la fois le conte originel, évidemment, mais aussi la version de Jacques Demy? C'était pas vraiment réfléchi, quoi. C'est vraiment dès l'instant où on a mis la peau d'ours, donc en fait sur Christa Terré, forcément, on s'est tous dit ah c'est dingue, on dirait Peau d'âne. Mais c'est vrai que voilà, parce qu'elle est blonde, parce qu'elle est mince, parce qu'elle doit plus ou moins avoir l'âge de Catherine Deneuve au moins de Peau d'âne. Mais au moins c'était on y a pensé un peu dans l'écriture, mais pas plus qu'à Princesse Mononoke en fait, ou voilà un personnage qui est dans un roman de John Irving qui s'appelle Suzy l'ours, ou un personnage de manga qui s'appelle Lane, voilà. Donc il y avait des tas de personnages comme ça avec des peaux de bêtes, en particulier des peaux d'ours. Et il se trouve que Peau d'âne, en fait, le
l'origine du conte Podane, c'est un conte napolitain où en fait la fille porte une peau d'ours. Voilà, parce que en général, l'ours c'était le roi des animaux, avant d'être détrôné par le lion, pour des raisons que j'ai oubliées d'ailleurs. J'ai su un moment que j'ai oublié. Et voilà, donc la plupart des contes mettent en scène des ours. Soit des personnages mi-homme, mi-ours, ou des filles sous des peaux d'ours. Voilà, l'ours était important parce que c'est aussi le premier animal qu'on a montré. Voilà, ça venait de l'Est, et on les ramenait un peu en Occident pour montrer les ours. Donc voilà, donc ils ont beaucoup nourri les contes. Voilà, donc c'était pas Podane spécialement, mais c'était une chose parmi d'autres. Après, Podane, évidemment, elle a un problème, c'est que son père est amoureux d'elle. Et donc c'est pour cette raison qu'elle se met sous une Podane. Donc c'était aussi totalement la logique du personnage de Colline dans le film. Elle a un problème, c'est qu'elle est amoureuse de son frère et que son frère est amoureux d'elle. Et pour essayer de régler cette question du désir, pour incestueux, elle se met sous une peau d'ours. Bonsoir. Non, mais moi, ce que j'ai trouvé de remarquable dans le film, c'est que toutes les situations, si petites soient-elles, sont rationnelles. Le bouchon qui s'en va en l'air, sur le champ-pommier, c'est rationnel. Et même Colline qui s'éprend d'un homme qui ressemble à un ours, c'est rationnel. Et l'ensemble de toutes ces petites rationalités, ça fait quand même un film enchanteur, un film extraordinaire. Et c'est un message, je trouve, comment dire, d'espoir. Ça veut dire qu'avec toutes nos petites rationalités, on peut peut-être faire un monde enchanteur. J'ai bien fait de demander à ton papa de venir ce soir. Tu veux répondre sur le rapport entre la rationalité et l'enchantement? Non, je réfléchis, mais ça, en fait, ça m'intéresse et ça m'émeut d'entendre ça aussi, parce que pour le coup, les réactions par rapport au scénario, je disais tout à l'heure que le film était difficile à monter, c'était aussi, mais ça n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire, en fait, les scénarios sont toujours interrogés du point de vue de la vraisemblance, de la crédibilité, c'est évident. Donc voilà, il fallait se défendre sur ça. Sur dire, mais une fille avec une peau d'ours, ça n'existe pas dans la vie, comment vous allez faire? On n'y croira pas. Le père dans l'aquarium, ok, c'est marrant, mais on n'y croira pas. C'est pas, voilà. Donc on doit toujours se battre face à ça. Donc c'est plutôt agréable après d'entendre qu'on présente des choses rationnelles et logiques. Je fais une digression de 2 secondes, mais ça m'évoque une conversation que j'ai eue avec un producteur de télé cette semaine qui connaissait mon goût pour le cinéma comique et du coup qui me disait, mais moi en fait ma vocation c'est de faire du cinéma burlesque et d'en produire, et quand on va avoir une chaîne de télé aujourd'hui et qu'on prononce le mot burlesque, elle ferme le dossier aussitôt. C'est-à-dire que ça leur paraît absolument impossible d'en faire aujourd'hui, ça leur paraît trop difficile. Me disait, parce que rater un drame, ça reste quand même un drame. Si vous ratez une comédie, c'est plus une comédie, parce que pour le coup, c'est pas drôle. Donc il y a un risque trop grand, et donc la télévision ne peut plus produire de films qui prétendent être décalés, burlesques, etc. J'ai trouvé ça un peu paniquant. Mais ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure. Je pense qu'on a perdu en fait le sens de la comédie tendre. Voilà, on dit tout à l'heure en évoquant Sergio Castellitto, effectivement, maintenant la comédie, elle est dans un tiroir qui est le tiroir d'une certaine psychologie ou d'une certaine sociologie, et que si elle n'est pas absolument enracinée dans une psychologie très forte comme Radin, dans une histoire sociologique, elle est très difficile à proposer. Et puis on est dans une ère aussi des comédies très morales, quoi. Il y a toujours, c'est toujours le même parcours d'un type généralement perdu qui trouve la rédemption grâce à une femme, quoi. On fait des comédies extrêmement chrétiennes, judéo-chrétiennes, et enfin c'est vraiment, je trouve qu'on est dans une ère très morale de la comédie, alors que précisément ça doit être l'inverse, quoi. Et par ailleurs, un drame qu'on rate, ça devient une comédie, hein, très facile. Oui, c'est vrai. Donc il y a moyen de... À ce propos, tu peux nous raconter d'où tu es parti pour les fameuses inventions géniales de l'enfant? J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Oui. On est parti en fait, c'était à l'écriture, on disait, voilà, Gaspard, ok, c'est l'enfant génial de la famille, il est aimé pour ça, et sa place c'est ça. Donc après, il faut l'incarner, il faut trouver une idée. Donc on avait des exemples comme ça, soit de romans, des romans de Salinger,
ou la famille Tenenbaum, par exemple, où il y a des fratries géniales. De Wes Anderson. Et, ouais, la famille Tenenbaum de Wes Anderson, donc. Et donc, dans les romans de Salinger et les films de Wes Anderson, souvent, en fait, ils sont très intelligents, et pour montrer ça, ils passent à la radio ou à la télé, ils font des quiz. Voilà, une question pour un champion, admettons, et puis ils vont très très loin. Donc, nous, on n'avait pas très envie de faire ça, en fait, on voulait quelque chose de plus burlesque, on va dire ça. Et on s'est dit, ah, mais en fait, ça pourrait être un enfant inventif, un créateur, parce qu'il y en a des enfants comme ça, il y en a plein, de leur offrir un jouet, puis en fait, ils démontent, et puis ils regardent, ils jouent pas avec, mais ils regardent comment ça marche, et puis en fait, ils font des adaptations. Donc, on a eu envie d'aller vers ça. On a pensé à Gaston Lagaffe, on s'est dit, ouais, Gaston, il est comme ça. Donc, on a réfléchi aux inventions de Gaston. C'est souvent, effectivement, dans un bureau, c'est pour régler un problème très concret du quotidien, et puis en même temps, les inventions sont très drôles, et on est très attaché à Gaston, en fait. Même si ces inventions ne servent à rien, donc voilà. Et je me suis souvenu d'un art japonais, c'est le Shindogu, et qui, comme tous les arts japonais, a une réglementation très très stricte. Voilà, donc le Shindogu, c'est l'art d'inventer des objets qui vont venir en fait régler un problème du quotidien. Mais l'inconvénient de la fabrication de cet objet doit être supérieur au problème que l'objet vient régler. Donc c'est ce qui crée la dimension poétique de l'objet et la dimension anarchique de cet objet. Voilà, donc, il faut répondre à tous ces critères. Ça ne peut pas être commercialisé, ça ne peut pas être breveté, ça doit être totalement libre. Voilà. Donc ces inventions s'inspirent en fait de cet art-là, qui est assez marrant. Voilà. Donc il y a des concours de Shindogu, et donc c'est un équilibre en fait difficile à trouver, parce que si votre invention, en fait, si finalement elle est assez marrante, ou elle est pire, assez utile, si vous l'utilisez, ben, en fait, vous sortez du Shindogu. C'est plus un Shindogu, c'est une invention banale. On a parlé des temps de pause là, mais il y a un élément qui n'a pas été cité et qui correspond quand même à plusieurs de ces temps de pause, c'est le rôle de la musique dans le film. Tu peux nous en dire un mot ? Ouais, la musique, alors, on parle beaucoup de la musique, c'est qu'elle est très présente, moi j'aime bien ça. J'aime bien les séquences musicales, j'aime bien l'utiliser, les moments de musique dans le film. La fin du film d'ailleurs est quasiment, le dernier quart d'heure est très musical, il y a la lecture de la lettre qu'écrit Félix et beaucoup de musique. C'est un jeune musicien électro qui s'appelle Tilassine, que j'ai découvert un peu par hasard. On m'a emmené un jour à son concert, et du coup j'étais en écriture du film, et moi quand j'écris je me fais toujours des playlists, donc du coup j'étais allé chercher les musiques de Tilassine, et puis je voyais quand j'écrivais que ça marchait bien, voilà, ça m'aidait à écrire, et ça me semblait être la bonne couleur pour le film, parce que c'est une musique assez tonique, assez rythmique, parce que c'est une musique électro, et en même temps c'est une musique un peu mélancolique. Il y a quelque chose dans la couleur de cette musique que je trouve assez émouvant et qui me paraissait assez cinématographique. Donc quand j'ai constitué l'équipe, je suis allé voir ce garçon, donc qui est tout jeune, qui a 25 ans, et je trouve ça intéressant parce que d'abord c'est intéressant dans le travail, pour moi qui n'ai plus 25 ans, de pouvoir aller voir d'autres générations. Donc c'est le cas avec les acteurs, voilà, Félix ou Christa, ils ont en gros 25 ans, et je trouve ça bien que Tilassine, que le musicien, puisse être un peu de cette génération des acteurs en fait, et puisse apporter sa vision des choses. Donc voilà. Merci. Bonsoir. Alors j'ai deux questions. On n'a le droit qu'à une, désolé. Ouais. Bah oui, mais là on peut se le permettre. Donc sur le rôle des chiens, je ne sais pas trop d'ailleurs, mais on voit bien qu'il ça joue un rôle, puis il y a peut-être une bascule après la capture des chiens. Enfin, on sent qu'il se passe quelque chose. Là, je voulais avoir votre éclairage là-dessus. Puis après, c'est pas vraiment une question, mais je me demande si vous n'avez pas pensé à Hitchcock dans ce film. Non, à la mort aux trousses. Alors pas du tout. Non. Parce que moi j'ai pensé à la mort aux trousses à la fin. D'accord. Et alors quoi la scène d'amour dans Ah d'accord. Bien sûr. Ah, c'est vrai, à la fin. bien sûr. Ah oui. C'est vrai. Avec quasiment je pensais que c'était une citation. Non, pas du tout. Ou alors involontaire. Alors il y a eu beaucoup de références. Chaque scène avait quasiment sa référence, mais Hitchcock ne faisait pas partie. Et il y a les oiseaux, oui. C'est vrai. On va s'amuser à chercher. Alors donc les chiens. Les chiens, c'est deux choses. Alors je vais répondre sur le premier degré, et puis Félix, qui est fort dans le sens du film, il va vous répondre sur le sens du film. Donc au premier degré, en fait, c'est simple, c'est que les zoos, en
fait, ils ont affaire à ce genre de choses, c'est-à-dire des intrusions d'animaux sauvages ou de chiens abandonnés qui redeviennent sauvages, notamment ce genre de chien qui s'appelle l'American Staff. Voilà. Donc en fait, c'est souvent des renards, ça peut être des sangliers aussi, ou des chiens. Donc voilà, j'avais vu ça dans un documentaire de Wiseman, c'est le zoo, et effectivement, dans le zoo, ils ont des problèmes parce ils partent en fait à la battue pour chasser les chiens. Donc, voilà, cette scène s'inspirait de ce documentaire-là. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui existent. En fait, les gens, alors, ils vont même abandonner leurs animaux près des zoos parce qu'ils se disent, là, il y aura quelqu'un qui va s'occuper de mon chien. Voilà. Donc, ils font ça, les chiens, les chats, ils récupèrent tout le temps plein de trucs. Voilà. Et sur le sens, du coup, alors, Il était à Félix, ouais. pourquoi 3 chiens? Pas 3 chiens. Les serveurs de l'enfer. Je pourrais pas en dire plus. C'est ça, c'est les chiens de l'enfer. Bah, c'est-à-dire qu'après, voilà, l'idée c'était que donc, ces chiens étaient une menace littérale au premier degré, et puis c'était aussi quelque chose de morbide qui rôdait autour du zoo. C'est-à-dire ils avaient tous un peu conscience que c'était un peu bientôt la fin du zoo, la mort du zoo, donc la mort rôdait. Voilà. Donc ces trois chiens, c'était comme le Cerbère, le chien à 3 têtes, qui garde la porte des enfers. Donc il était là pour dire que bientôt ce zoo allait... Ça, je l'ai trouvé tout seul, par exemple, à la lecture du scénario. Non, c'est pas vrai, j'avais. Je crois que c'est le moment où tout à coup on peut glisser la fameuse question. Mais alors sinon, tourner avec des animaux, ça doit être très difficile. T'as peut-être quelques anecdotes? Laetitia est très gentille. Hein. Donc tourner avec les animaux alors. On peut pas tourner avec les animaux, à part pour Marina Foïs qui fiste un yak. C'est vrai. Pour nous, ça allait. Non, mais ça, pour elle, c'était très compliqué, pareil. Pour elle, c'était vraiment une. C'est réalisé sans trucage, ça, ouais. Ouais, sans trucage. Et moi, en plus, avec Guillaume, on était présents et on avait vraiment des fous rires qui facilitaient pas la tâche. Parce que le vétérinaire est venu nous voir juste avant en nous disant que, en faisant une telle manipulation, l'animal pouvait avoir une réaction, pouvait en fait en geyser. Et donc j'imaginais Marina Foïs en pleine promotion de Papa ou Maman 2. Ça aurait été assez étonnant. Et la pauvre était vraiment très stressée, elle l'a fait avec beaucoup d'aplomb et de vaillance. Quoi. Mais moi j'ai eu un moment d'amitié avec une girafe qui s'appelait Paul. Quoi. C'est vraiment un vrai moment d'amitié. Quoi. On a filmé, du coup. On a filmé. Pas prévu. Au moment où je suis avec la girafe, c'est vrai, je savais même pas que j'étais filmé. Voilà. Très, très sympa. Et après, bon, évidemment, à chaque fois qu'on doit tourner avec un animal, ça doit se passer bien et en fait ça se passe mal. Ça doit se passer mal et en fait ça se passe bien. Donc c'est toujours... au moins on ne s'ennuie pas sur le tournage. Par exemple, voilà, les manchots, donc c'est pas des pingouins, hein, comme vous avez... Voilà, les manchots, de toute façon les manchots c'est facile, hein, les manchots, on jette un éperlant, ils plongent. Et sauf que, voilà, il y en avait 12 et ce matin-là, ils avaient décidé qu'ils n'avaient pas envie de plonger. On a acheté toute notre caisse d'éperlant. Et voilà. Et je pense que c'est le seul moment sur le tournage où j'ai un peu craqué. Et pendant 1 heure, j'ai un peu déconnecté, je me suis plus occupé des acteurs, parce que je ne fais pas en général, même quand on me fait chier. Et là, c'est mon show, vraiment, c'est le pire souvenir du tournage. C'était très sympathique. Ouais, et alors il se trouve que les dresseurs, en fait, les animaux qui jouent dans le film sont des animaux dressés, en général, pas tous, mais il y a aussi des animaux du zoo, mais souvent ils sont dressés, donc ils viennent avec leurs dresseurs. Chaque dresseur s'occupe d'une catégorie d'animal. Et évidemment, c'est beaucoup rire parce que forcément, le dresseur ressemble un peu toujours à son animal. Comme dans la rue, les gens avec leurs chiens, on s'amuse toujours à dire ah c'est dingue, ils ont la même tête. Et voilà, donc là ils étaient aussi antipathiques qu'un manchot, c'était un truc un peu bonhomme. Voilà, on était en train de perdre une journée de tournage, mais ça avait l'air de trouver ça très marrant, ce qui me rendait fou furieux. Vraiment le pire souvenir du tournage de toute ma vie. Et sinon après il y a par exemple le bébé tigre. Ça c'est l'inverse, on nous dit, vous savez, un bébé tigre, on ne peut pas le dresser. Hein. Donc il va venir, il ne fera rien, on ne pourra rien faire, donc il faut vous préparer. Donc j'avais prévu la séquence, voilà, par rapport à ça, on était très modeste, on s'était dit, on va faire venir le bébé tigre, on va le filmer, on verra bien, puis je ferai le contre-champ après en fait. Et donc en fait, il y a eu une portée de 3 bébés tigres, donc ça c'était génial, parce que tout le monde est devenu fou, c'est-à-dire que toute l'équipe, évidemment, s'est précipitée vers ces animaux, les gens du zoo aussi, qui pourtant sont habitués aux animaux sauvages, sont tous venus, donc ça a créé un climat d'émerveillement complètement enfantin, donc il a fallu pour le coup arrêter le tournage, dire ok, on fait les photos d'équipe, voilà, on en profite, c'est génial. Et après, ils étaient très joueurs, donc on a pris celui qui était le plus joueur, et puis on l'a filmé, et puis il a fait tout le parcours qu'on avait plus ou moins prévu,
il est venu, il est monté sur son petit tabouret, il nous a fait des trucs, et en une prise, c'était réglé, il a pu rentrer chez lui. Donc voilà, bonne et mauvaise surprise. Vous avez quand même dit, si vous les approchez trop, ils peuvent vous bouffer le bras. Donc, bébé tigre, aussi mignon soit-il. Et d'ailleurs, Laetitia Dolce, elle a des cicatrices de tigre encore qui ne s'effacent pas. On va pas finir là-dessus, parce que là, c'est un truc morbide. Non, mais elle aime bien, elle adore. Ah, d'accord. Non, elle est fière, elle est bon tout le temps. Moi, il m'a griffé là, et j'ai tout de suite fait une photo pour la garder, pour montrer mes cicatrices de tigre. C'est pas souvent. Hein. Le t-shirt déchiré, je l'ai gardé et je le mets encore. Pour pouvoir dire, c'est un tigre qui m'a fait ça. Cela dit, un truc encore plus morbide, mais que tu dis, mais il faut que tu m'expliques. Mais... Un truc plus Non, morbide. oui, parce que tu dis, par exemple, tout est vrai, tout le rapport aux animaux est vrai. Tout... Et même quand je voulais filmer un animal mort, il fallait que ce soit un vrai animal mort. Pourquoi? Oui, bah parce que pourquoi? Parce que c'est un principe en fait sur les tournages. Alors, en fait, souvent, on essaye de profiler des trucs un peu faux, quoi. Des faux objets, des fausses carabines. Des faux robinets, ouais, c'est vrai. Des faux quoi? Des faux robinets. Ouais. Des faux robinets, voilà, exactement. Voilà, les acteurs, ils n'aiment pas tourner nus, alors ils disent ah, mais on a qu'à mettre un postiche. Voilà, donc en fait, on est toujours dans une négociation sur le faux et le vrai. Et moi, j'aime bien qu'il se passe des choses vraies sur le tournage. Donc, par exemple, quand Félix il tire sur Christin Terret avec le fusil, on peut très bien le faire en post-production, truquer le truc. C'est moins rigolo. Il tire mais je trouve ça moins rigolo. Et puis, qu'est-ce qu'on filme en fait? Si on filme pas le jour où il doit lui tirer dessus, s'il lui tire pas dessus, en fait, qu'est-ce qu'on filme et comment on le filme? C'est un peu bizarre, je trouve. Donc, je préfère qu'il y ait cette peur pour tout le monde, cette tension. Qu'on sent dans la salle maintenant, oui, oui. Et cette concentration, et au moins je sais à peu près où je vais mettre ma caméra. Parce que si tout est possible, c'est pas très intéressant. Donc du coup, il a répété, effectivement, alors c'est pas très compliqué de tirer avec un fusil hypodermique, mais il fallait pas se rater. Donc il tire pour de vrai, alors évidemment il n'y a pas d'anesthésion, mais il tire une vraie flèche, et elle a juste une protection derrière la cuisse, et il fallait qu'il tire au bon endroit, quoi. Sinon, ça peut être Je savais que je suis tireur d'élite. J'avais très peur pour cette scène. Donc voilà, donc il fait tout pour de vrai. Et donc oui, les animaux morts, c'est ça que tu me disais. Et donc c'est pareil, les animaux en fait. Alors des fois dans les films, c'est souvent des faux animaux, je trouve que ça se voit un petit peu. Moi, ça me gêne, je trouve qu'on fait jamais ça très très bien. Donc c'est problématique. Donc là, c'était intéressant parce que ça permettait d'avoir un échange avec l'équipe du zoo, parce qu'on a travaillé avec eux très en amont, un an avant le tournage. Donc eux, ils ont l'habitude de conserver les animaux. Il y a 300 espèces dans ce zoo, c'est un grand zoo. Donc forcément, il y a des morts très fréquemment, toutes les semaines, il y a des animaux qui meurent. Donc ils les conservent avant de les envoyer, soit chez les carisseurs, soit pour être empaillés. Voilà. Donc il y a des congélateurs. Donc en fait, voilà, quelques mois avant le tournage, voilà, il me disait, en fait, tel animal est mort, est-ce que ça t'intéresse? Voilà, donc, par exemple, le petit singe, ça m'a intéressé. Voilà, il est mort de je ne sais plus quelle maladie. Mais je trouvais ça bien parce qu'elle pouvait le tenir dans la main. C'est un singe, voilà, c'est pas un oiseau, donc c'est un vrai animal fort de zoo, on l'identifie tout de suite. On se dit, voilà, comment il est mort, donc voilà, c'est un animal du zoo qui est mort. Puis il y avait une scène coupée avec une panthère noire aussi. Ouais. Ah oui, la panthère noire est morte quand on était en tournage. Ouais. Et donc on a fait une scène avec Guillaume Wix où on devait porter la panthère noire. Et ça, c'est quelque chose de voir, parce que même si c'est pas un être humain, évidemment, c'est quand même une confrontation à sa propre mort, et c'est quand même un truc. Oui, d'autant que la panthère noire, touche de joie. D'autant que la panthère noire, c'est un animal symboliquement assez fort. Ah oui. D'abord, ça nous ramène l'île de la jungle, tout ça, on dirait un truc. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, elle était morte, donc on a tourné vite fait une scène où il porte en fait le corps de la panthère pour le sortir de l'enclos. Mais en fait, quand un animal meurt, en fait, il y a une forme de rigidité cadavérique qui fait que, en fait, dans les rushs, on avait l'impression que c'est une fausse panthère. Donc ça marchait pas. C'était horrible, on disait, oh là là, on voit qu'elle est fausse. Alors sauf qu'elle était vraie, elle était juste morte, donc un peu réelle. Et c'est vrai qu'en fait, dans les films en général, on fait les choses de manière pas très réaliste. Alors, parce que si les membres sont raides, en fait, on a l'impression que ce sont des faux. Donc il y a une forme de souplesse dans les faux corps. Puisqu'on est au chapitre cadavre, je finis, il en reste un. Non, c'est le cheval dans l'appart, dans la maison. C'est un élément de décor un peu étrange. Ça vient d'où? Ça raconte quoi de leur espace commun? C'est une idée de la chef déco, qui est une toute jeune chef déco. C'est son premier film quasiment comme chef déco, c'est Julia Lebert, elle a une trentaine d'années, elle est très talentueuse. Et
on cherchait en fait des éléments de décoration. En fait, les animaux, on voulait qu'ils soient un peu partout, là, évidemment dans le zoo, mais aussi un peu dans la maison, dans le dialogue. Donc voilà, donc, comme élément de décoration, on disait est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc, on cherchait une tête de girafe, un truc, et puis rien nous satisfaisait vraiment. Et puis un jour, elle a eu cette idée en fait, de squelette de cheval. Elle connaissait quelqu'un qui loue ce genre de choses et qui vend ce genre de choses. Et je trouvais ça intéressant parce que c'était un élément incongru. J'ai besoin d'un élément en fait fort pour la scène où Laura met pour la première fois les pieds dans la maison et d'un seul coup se met à paniquer et dit ah non mais en fait ça va pas marcher. Voilà. Donc d'abord je trouvais ça bien parce qu'effectivement c'était la dimension morbide du film et l'inconscient morbide du film. Alors c'est la même fonction que les chiens, quoi. On sent que la mort rôde quelque part et qu'en fait le fait d'être au contact des animaux, c'est être au contact de la vie sauvage et de la mort au quotidien. Voilà, comme je vous l'ai raconté là sur les zoos, quand on a 300 espèces, des morts il y en a quasiment tous les jours en fait. Donc on est confronté à ça tout le temps. Donc là on n'a pas de pudeur par rapport à ça. C'est ce qui rendait la famille un peu différente. Et puis par ailleurs, voilà, c'est un élément de décoration totalement incongru qui fait que quand elle rentre, Laura, et qu'elle tombe sur ce squelette, elle peut dire tout de suite mais ça va pas marcher parce que tu vois, j'ai compris que ta famille elle est barrée, mais moi ma famille elle est super normale, il ne s'est rien passé dans ma vie, donc ça va se voir quand on va faire ensemble. Voilà, on pouvait s'appuyer sur ça. Quelqu'un vous poser la petite dernière? Moi je propose une dernière question pour toi Félix, mais un peu étrange, on ne la pose jamais ce genre de question, mais comme Laetitia Deutsch va avoir le César de du meilleur espoir féminin, en tout cas c'est un pari qu'on vient de faire, je veux bien que tu nous racontes la particularité de jouer avec elle et comment tu l'as sentie comme actrice sur ce tournage-là. Ouais. Déjà, j'espère qu'elle va pour le film Jeune Femme. Le film Jeune Femme, elle est venue le présenter en septembre dernier. Laetitia, moi, j'ai adoré jouer avec elle. Après, moi, généralement, en règle générale, je m'entends bien avec mes partenaires de jeu, globalement. Mais avec Laetitia, il y avait un truc très particulier, c'est que, je ne sais pas si vous avez forcément remarqué, sa diction très étrange, son rythme très étrange, sa musicalité très étrange, en fait, ça force à l'écoute. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, donc on est obligé d'être en perpétuel éveil, d'être sur le qui-vive, d'être dans une forme d'inquiétude, en fait. Moi, elle me surprenait constamment, donc j'étais obligé de moduler en fonction d'elle, ce qui, je trouve, était très cohérent avec notre relation dans le film. Et puis Laetitia, dans la vie, est assez intrigante, elle a une forme d'opacité, parce que précisément, on a l'impression qu'elle n'a pas de mystère alors qu'elle n'a que ça. Et donc moi, j'étais très, très intrigué par elle dans la vie, et dans le jeu, voilà, je vous dis, c'est être constamment à l'écoute, être constamment en éveil, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'elle va faire. Jamais. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va dire un mot, ne pas le dire, passer à la phrase d'après. Donc, constamment surpris, sur le qui-vive. Elle pousse à être aux aguets, ce qui est très agréable. Voilà. Et effectivement, c'est une actrice que je trouve très singulière. Et ce qui est beau chez elle, c'est qu'elle essaye de faire comme tout le monde et qu'elle n'y arrive pas du tout. Et je trouve ça très beau chez elle. Ça se trouve et comme elle l'est, c'est tellement ça dans la vie que ça se voit à l'écran. En fait. Voilà. Ça me paraît une super conclusion. Merci beaucoup à tous. Merci Félix. Merci à Céline Cordy et merci à tous. Et on remercie Marina de chez Pyramide.